dans ce bouquin, je fais un peu une sorte de passage en revue de toutes les questions qui se posent et de toutes les façons dont l'État essaye avec le plus de force et de violence possible, de se débarrasser des étrangers. La première chose qu'il essaye de faire, c'est de les empêcher de venir. Après, même quand ils sont sur le territoire, et même quand ils sont en situation irrégulière, il essaye de leur rendre la vie tellement difficile, de les précariser, de les trier, de les humilier, même quand ils auraient droit au séjour. On parlera peut-être tout à l'heure de l'asile, on parlera des mineurs isolés étrangers ou des vieux travailleurs qui ont des cartes pourtant de résidents. Et puis il y a le dernier stade qui est vraiment la lutte la plus ouverte contre les étrangers en situation irrégulière. Mais les étrangers en situation irrégulière, j'y reviendrai tout à l'heure, finalement ils sont produits par toute la machine. Hein. Le mineur isolé étranger à qui on dit « Ah ben non, t'es un majeur », ben, il tombe dans la catégorie de ceux qu'on veut expulser ou qu'on veut en tout cas clochardiser et criminaliser. Donc c'est tout un continuum. Et je pense aussi qu'une des choses moi, qui me vient de plus en plus à l'esprit, c'est une sorte d'indétermination de plus en plus grande entre les catégories, même en droit. Hein, le traitement qui est réservé aux étrangers en situation, là encore une fois je parle des étrangers pauvres, hein, les étrangers en situation régulière et des demandeurs d'asile. Par exemple, les demandeurs d'asile sont des gens qui ont un droit au séjour, le temps que leur demande d'asile soit examinée. Donc eux, en principe, ils ont même le droit à être hébergés, à recevoir une petite allocation pour vivre. Ceux-là, aujourd'hui, sont traités, pour beaucoup, ils dorment dans des campements et ils subissent des violences policières. Bon, par exemple, je crois que, grosso modo, l'ordre de grandeur, c'est que la moitié des demandeurs d'asile, aujourd'hui, sont logés par l'État. D'accord ? Moi, peut-être moins. C'est... En tout cas, l'ordre de grandeur, enfin, alors que normalement, tous y auraient droit, bon, déjà. Donc, à partir du moment où vous êtes dans la rue, alors il y a aussi la question du logement, mais il y a aussi l'État imagine aussi des moyens pour les rendre finalement eux-mêmes illégaux, demandeurs d'asile, mais finalement illégaux. Voilà, donc c'est une indétermination. Le demandeur d'asile a le droit en principe un droit au séjour, mais aujourd'hui, par exemple, le demandeur d'asile en région parisienne ne peut pas déposer sa demande d'asile. Donc comme ça, c'est clair, il reste un étranger en situation irrégulière. S'il se fait contrôler par la police, il ira en centre de rétention. Il voudrait déposer une demande d'asile. Il a passé 57 fois le coup de fil à la plateforme qui est une sorte de pré-accueil. Ça s'appelle pré-accueil, c'est-à-dire empêcher l'accueil, mais en fait pré-accueil. Donc tu dois appeler 57 fois, c'est payant, t'es géolocalisé. Donc le jour où tu vas décrocher, tu vas être attaché à la préfecture de l'endroit où tu es géolocalisé avec ton téléphone, ce fait que tu ne peux pas bouger, tu dois rester là où tu as envie d'être localisé pour ta demande d'asile. Donc c'est tout un système de flicage assez bien rodé, donc qui ne marche pas non plus super bien. C'est comme ils ne sont pas très forts, c'est un peu aussi parfois ce qui nous sauve. Mais bref, donc le demandeur d'asile est très souvent et très longtemps maintenu dans les limbes de la procédure et un étranger en situation irrégulière. Donc il y a donc toutes les cartes en fait en pratique, les catégories sont brouillées. Voilà. Donc ça c'est un peu la toile de fond. Maintenant, comme je ne peux pas pouvoir tout traiter, je vais essayer de vous donner quelques illustrations de moi ce qui me semble être un des points forts du droit des étrangers. C'est la façon dont l'administration, l'État français se moque ouvertement, éperdument, effrontément de la loi, des règles en général. Et ça, c'est quand même quelque chose d'un petit peu ennuyeux. Vous en conviendrez, puisqu'il paraît très... Parce que... par exemple, quand on va on se retrouve parfois comme ça, je me retrouve dans ce genre de réunion, il y a des gens qui me disent oui, mais le droit est là pour nous protéger. Oui, c'est vrai en un sens, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que la fonction du droit, en tout cas à l'endroit des plus vulnérables, quelle que soit leur nationalité, eh bien, c'est plutôt de réprimer. Et c'est vrai que le droit pourrait être une arme, mais elle est de moins en moins efficace. Bon, je vais prendre un exemple qui illustre la question des frontières. Ce qui a beaucoup changé quand même depuis, disons, allez, les années 80, le milieu des années les années 90, c'est que les États européens ont réussi à rendre assez largement, progressivement et finalement assez largement inaccessible le territoire de leur pays riche aux étrangers. Je veux dire, avant, jusque dans les années, donc, disons, 80-90, il ne faut pas fixer les choses trop clairement, les gens arrivaient assez facilement sur le territoire européen, par bateau, par avion. Et puis, bon, ils n'étaient pas
toujours bien accueillis, loin s'en faut. Hein. Ils galéraient parfois. D'ailleurs, plus ils étaient, en fonction des nationalités, ils galéraient plus ou moins. Mais ils finissaient par s'installer, par trouver un boulot, par épouser une Française ou une Française, par avoir des enfants, etc. Aujourd'hui, via le système des visas essentiellement, hein, qu'il faut obtenir en amont pour pouvoir prendre l'avion et pour lesquels il faut prouver, pour obtenir un visa, il faut être riche, il faut avoir beaucoup d'argent, prouver que tu vas bien repartir dans ton pays et que quand tu vas être sur le territoire, tu as suffisamment d'argent pour vivre 3 mois dans un pays riche, donc ce qui est quand même pas mal. Et bien, via le système des visas, les frontières se sont fermées, extérieures de l'Europe. Hein. Et c'est aussi pour ça que les gens sont contraints de faire des périples infernaux pour gagner les territoires européens et pour beaucoup d'entre eux de risquer leur vie et pour certains d'entre eux de mourir. Ce qui est quand même une nouvelle donnée aussi de cette politique, qui est quand même pas des moindres. Cette fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne, via le système Schengen, elle s'est accompagnée, au moment où elle a été mise en place, d'une disparition des contrôles aux frontières intérieures. C'est-à-dire que maintenant, à l'époque, l'idée c'était de faire, on circule librement entre les États européens et on va se construire une petite frontière, surtout juridique, via les visas, à nos frontières extérieures. Vous avez remarqué que depuis quelques années, cette disparition des contrôles aux frontières intérieures, elle a du plomb dans l'aile et que les contrôles aux frontières françaises, notamment, ont été rétablis au moment de la COP 21, soi-disant parce que, je sais pas quoi, peut-être parce qu'il y avait des gauchistes qui voulaient venir foutre le bordel. Après, ça a été reconduit parce qu'on était tombé dans l'état d'urgence. Reconduit. On a notifié à la Commission européenne parce qu'il faut... On sort du système Schengen, hein, donc c'est une exception, donc il faut en principe le notifier. On ne l'a pas notifié tout de suite, hein, on a commencé à le faire de manière complètement illégale, un petit peu en cachette. Enfin, pas vraiment, justement. Et je voulais prendre l'exemple de la frontière franco-italienne, où, vous le savez, la police française essaye d'empêcher les exilés de gagner la France. Là, ils ont mis en place, donc finalement, ils ont été obligés de dire à la Commission qu'ils avaient rétabli les contrôles, mais pendant un moment, ils ont fait ces contrôles au faciès complètement illégaux sans même le notifier à la Commission européenne. Donc, ils étaient hors la loi européenne sans le dire à la Commission, parce que... je recommence. Dans le système Schengen, il est possible pour un État de rétablir exceptionnellement les contrôles à ses frontières intérieures, mais il doit prévenir la Commission et dire voilà, on a la COP 21, on a des méchants qui veulent venir, etc. On va essayer de rétablir les contrôles aux frontières pendant, je ne sais pas, 6 mois. Bon, au début, ils ont rétabli les contrôles à la frontière italienne sans pour autant qu'il y ait de décision express. Donc ils s'en foutent du droit européen. Là, ils avaient décidé qu'ils rétablissaient les contrôles aux frontières et qu'ils n'allaient pas le dire à la Commission, ils s'en foutent. Bon, finalement, ils ont été contraints et forcés de le dire, de notifier cette prise de décision à la Commission et de se mettre d'une certaine manière dans la légalité européenne, de laquelle ils sont sortis, puisque le système Schengen prévoit que tu ne peux rétablir tes contrôles aux frontières de manière exceptionnelle que pour une période de 2 ans. Et donc là, on est déjà au-delà des 2 ans. Bon. C'est pas grave, de toute façon, le droit, c'est un détail. À partir du moment où l'État a décidé qu'il faisait quelque chose, on voit bien que là, en tout cas, il ne se sent pas tellement lié par le droit européen, en tout cas en l'occurrence. Bon, sur place, à la frontière franco-italienne, se sont mis en place donc, des contrôles aux faciès. Dans les trains, toutes les personnes noires étaient contrôlées, systématiquement toutes, et descendues à la gare de Menton par la police, comme ça, manu militari, et à l'arrache, pareil, des reconduites à la frontière, alors que normalement, quand on... Bon, évidemment, les contrôles aux faciès sont interdits, mais bon, ça, on pourrait encore en parler, ça sera encore tout un... On en parlera tout à l'heure si vous voulez. Mais les contrôles discriminatoires sont bien sûr interdits, mais les refoulements comme ça, sans même notifier aux personnes leurs droits, sans rien du tout, sont évidemment interdits. Ils ont aussi fait un truc qui était pas mal, ils ont mis des algécos, et ils ont fait des petites zones d'attente, comme ça, à la bonne franquette, quoi, où ils enfermaient les gens, parfois pendant 24 heures, sans forcément leur notifier leurs droits. Les papiers étaient pré-remplis, les trucs étaient pré-cochés, il n'y avait pas d'endroit spécial pour les femmes, pour les enfants, c'était des conditions d'hygiène déplorables. Bon. Il se trouve qu'un certain nombre d'associations, la NAFE en particulier, a fait une mission d'observation là-bas. Bon, je ne parle pas des violences policières, et aussi dans la forêt, les gendarmes, les courses-poursuites... c'est autre chose. Je reste sur les zones d'attente illégales, clandestines, créées par l'État français.
Donc l'ANAFE, qui est une association, un groupement d'associations qui intervient essentiellement en zone d'attente, et on pourrait revenir sur les conditions de création de l'ANAFE, parce que l'ANAFE s'est déjà créée en réaction à la création de zones d'attente dans l'aéroport de Charles de Gaulle complètement illégales, hein, où ils emmenaient... Bon. Bref. Donc là, l'ANAFE... et puis d'autres associations aussi, en général les associations essaient de se grouper, saisissent le conseil, je ne sais pas si c'est d'abord tout de suite le conseil d'État ou d'abord le tribunal administratif de Nice, je ne sais plus quel type de référé c'était, enfin saisissent le juge administratif on va dire, pour dire bah, écoutez quand même c'est pour faire cesser hein, ces privations de liberté arbitraires. Parce que bon, je ne sais pas, on peut penser que ce qui nous différencie vraiment d'une bonne grosse vieille dictature, c'est la difficulté pour les forces de l'ordre d'enfermer arbitrairement des gens. Ce soir, on va tous repartir chez nous ou ailleurs. En principe, aucune de nous ne sera arrêté arbitrairement par la police, j'espère, et enfermé pendant une semaine sans qu'on ait aucune nouvelle de lui ou d'elle. C'est quand même une garantie un peu fondamentale. Je veux dire, moi je trouve que c'est ce qui nous différencie vraiment des dictatures. C'est un certain niveau de protection contre l'enfermement arbitraire. Eh bien, les étrangers pauvres ne bénéficient pas de cette protection contre l'enfermement arbitraire, puisque quand on saisit le juge administratif en lui disant « Attendez, là, vous enfermez des gens dans des algécos pendant parfois 24 heures sans leur notifier leurs droits, avec des gamins, etc., sans signaler à l'aide sociale à l'enfance qu'il y a des mineurs, etc. » C'est complètement illégal. Il faut ordonner que ça cesse. Le Conseil d'État, il dit « Ah !» Alors, je ne sais plus si le premier juge avait statué. Je crois que oui, il y avait un tribunal administratif. Mais en tout cas, le Conseil d'État, qui est le juge administratif supérieur, dit « Ah bon ? Ah oui, des algécos ». Alors d'abord, sur le coup des contrôles aux frontières, on l'avait aussi saisi. Il avait fait « Non, pas du tout. Moi, j'ai rien vu. J'ai pas vu de décision qui a rétablissé les contrôles aux frontières. » Alors qu'on avait dans le dossier, il y avait tous les trucs de journalistes qui expliquaient tous les contrôles systématiques. Là, le juge fait comme s'il ne voyait rien. Non. Ah ben non, le ministre n'a pas notifié de décision de rétablissement des contrôles aux frontières italiennes, donc vous devez vous tromper. Hein. Et puis si jamais il y en a une, ça doit être le préfet. Donc saisissez le tribunal administratif de Nice, vous verrez bien ce qu'il vous dira. Bon, ça c'était un premier coup. Sur le coup des algécos, le Conseil d'État a dit « Ah oui, des algécos là ». Ah oui, mais alors d'après mes sources, les personnes ne sont pas enfermées plus de 4 heures. Et 4 heures, c'est ce qui est toléré pour les contrôles d'identité. Et donc, tout va bien, circuler, rien à voir. Voilà, ça c'est quand même un gros problème. Je veux dire, c'est une mutation. Enfin, moi, il me semble, c'est une mutation du système. Quoi. Je veux dire, quand on enferme, quand l'État français, la police, mais sous les ordres du préfet et du ministère de l'Intérieur, bon, je veux dire, faut pas rêver, enferme des gens sans respecter les quelques maigres petites règles qui restent pour maintenir des étrangers à la frontière. Si l'État refuse de faire ça, que quand on saisit le juge qui est censé contrôler le respect du droit par l'État, si ce juge-là il dit bouh, oh non, moi je vois rien, tout va bien, Madame la Marquise, c'est quand même le signe. Enfin, vous l'interpréterez comme vous voulez, c'est quand même une sacrée fissure dans le système en général, parce que évidemment. Ça se produit là. Bon, moi, c'est pas un argument que j'aime tellement de dire oui, mais si ça se produit pour les étrangers, ça finira par se produire sur nous. Bon, que ça se produise sur nous, là, nous dans la salle, on s'en fout. C'est pas ça la question. C'est que quand même, on vit dans un système, en tout cas dans une organisation politique, on est censé se soumettre aux lois. Enfin, on n'a pas tellement. Il y a la police, etc. On est censé respecter les règles, et c'est quand même intéressant de se poser la question de savoir si on a encore envie de continuer à respecter ces règles dans la mesure où l'État lui-même ne respecte pas les règles du jeu. Donc il y a quand même un petit peu... il faut que... Quand les règles deviennent de plus en plus répressives et que l'État, quand on le rappelle à ses obligations, refuse d'obtempérer, il y a un moment donné, il faut qu'on se pose des questions, quoi.